Bonjour. Bonjour. Notre voyage, grâce au confinement, n'est qu'une succession d'opportunités qui nous permettent de voir des choses qu'on n'aurait pas vues si on avait été sur notre voyage prévu. Donc la dernière, c'est grâce aux gens chez qui on était, les éleveurs d'Impala, nous ont introduit chez un de leurs voisins qui a une réserve, un ranch privé de chasse qui fait 100 hectares. Donc en fait il y en a 9000 en Afrique du Sud, ranch privé. C'est une activité assez commune. Hein. Oui. Pratiquement tous les voisins étaient plus ou moins dans ce genre d'activité à des degrés divers. En fait la chasse sportive est une véritable industrie en Afrique du Sud. Tous les gens qu'on croise font de la chasse sportive pratiquement. Ils intègrent la protection animale, l'intérêt pour la nature, et la chasse fait partie intégrante de cet ensemble-là. Alors c'est vrai que ça nous paraît difficile d'ouvrir un débat sur le pour ou le contre de la chasse. On n'est pas sud-africain, on n'est pas chasseur. Il y a des arguments qui nous dépassent, par exemple sur l'argument économique qui est souvent mis en avant par les chasseurs, à savoir les chasses à trophée, ce qui rapporte le plus d'argent. Quand on fait venir quelqu'un d'assez riche qui a envie de tuer une bête particulièrement spectaculaire, il peut payer 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 euros, ça monte très, très vite. Évidemment, c'est pas du tout une logique égalitaire, c'est au contraire une logique hyper élitiste et hiérarchisée. Et donc, ça rapporte beaucoup d'argent. Et en vertu de cet argument, certains défenseurs de la chasse disent que l'argent finit par retourner à la nature et à la conservation de la nature. Donc, ils voient la chasse comme un argument économique positif. Mais l'inverse existe aussi, consistant à dire que les chasseurs veulent précisément les trophées les plus spectaculaires, donc souvent les grands mâles dominants. Or, ces grands mâles dominants sont des individus clés dans les espèces. Et aussi, d'un point de vue strictement économique, ce sont les animaux que les touristes aiment photographier dans les parcs. Donc c'est un petit peu l'un ou l'autre. Plus il y a de chasse aux grands mâles dominants, et moins il y en a dans les parcs qui restent à photographier. Donc nous avons passé une journée entière tout seuls dans ces 100 hectares. Les propriétaires étant partis travailler, on est arrivé à 7h le matin et on a passé la journée. Donc le but de cette vidéo, qui sera courte puisqu'on n'y a passé qu'une journée, c'est de vous montrer quand même les magnifiques animaux qu'on a vus, même si pour certains, ce sont des animaux mutants. Alors, ils sont destinés donc à être chassés, pas forcément individuellement, parce que avant d'être introduits dans les réserves de chasse, il y a tout un principe d'élevage qui s'apparente à l'élevage canin par exemple, ou à l'élevage des chevaux en France. On cherche à obtenir les meilleurs spécimens, donc les mâles peuvent aussi être conservés comme géniteurs d'autres individus qui seront relâchés dans la nature ensuite. Mais il est vrai que on a des animaux qui sont très beaux, mais qui ne sont pas forcément les mêmes animaux qu'on trouverait à l'état de nature. Parce que les mutants, donc la mutation principale, c'est la mutation de couleur. C'est assez facile de faire des animaux blancs ou noirs, parce qu'apparemment c'est juste un... Ou roux, on va vous les montrer dans les photos, dans les vidéos. On n'est pas très bon en génétique, mais c'est un allèle ou un gène récessif. Et donc, une fois qu'on a un individu et qu'on le fait se reproduire qui a cette caractéristique particulière, il a d'assez bonnes chances de la transmettre. C'est pas un trait polygénique, ça s'apparente juste à une mutation simple. Et donc, c'est assez facile à reproduire avant que les animaux concernés soient destinés éventuellement à la chasse. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils peuvent pas vivre à l'état sauvage, hein, ces animaux mutants.
Ben, non, faut pas exagérer. Disons qu'ils se reproduiraient pas parce qu'en fait, leurs gènes seraient noyés dans les gènes dominants. Et donc, ça présente sans doute pas d'avantage en termes de survie pour un impala d'être de couleur blanche parce que ça le rend très visible dans la nature. D'être de couleur noire, je sais pas. Et couleur café aussi. Mais bon, la plupart des animaux à l'état de nature sont de couleur un peu fauve et c'est pas par hasard parce que c'est la couleur de la savane. Donc, c'est la couleur du camouflage naturel. Voilà. Bah, moi, je pense que c'est juste ça qui est un peu inquiétant dans la mesure où on modifie les gènes. On peut toujours craindre, se demander jusqu'où vont aller ces manipulations génétiques pour avoir des animaux encore plus beaux. D'autant que c'est beau, mais c'est en même temps un peu... c'est même complètement artificiel par certains côtés. Et surtout, ça devient un peu stupide. Même, on a beau essayer de comprendre, sans trop la juger par anticipation, la mentalité du chasseur. Bon, le chasseur qui va tirer un impala blanc plutôt qu'un impala normal, il va éprouver une sorte de fierté à l'avoir fait, et ça nous paraît complètement déplacé, parce qu'en fait, il n'est pas lui responsable, il n'a pas eu l'intelligence de produire cet animal, il n'a pas eu la patience de l'élever, donc il vient juste pour tirer. Alors certes, on va dire, oui, mais il y a une partie de traquage, etc., de pistage, qui est fait d'ailleurs souvent avec l'aide de pisteurs. Souvent, c'est pas eux qui pistent. Donc tout ça nous paraît quand même un peu renvoyer un peu stupidement à une sorte d'exhibition de la virilité qu'on retrouverait notamment sur les photographies de chasseurs de trophées qui posent toujours avec la bête tuée avantageusement posée devant eux et leur fusil de chasse. Bon, on pourrait faire une sorte d'analogie avec le phallus pratiquement, tout ça paraît un peu ridicule, quoi. Mais il y a une économie qui se greffe là-dessus. On ne connaît pas tous les termes du débat, donc on va être prudent sur la question. On sait qu'il y a plusieurs types de chasse. La chasse au trophée, c'est celle qui rapporte le plus, et donc c'est celle qui est la clé de voûte du système. Mais il y a aussi des types de chasse. Il y a une chasse qui s'apparente plus à la conservation d'espèces, qui est une chasse de régulation des genres, par exemple. Donc on va tirer notamment les jeunes mâles qui sont en excès. Ça, c'est une pratique qui s'appelle le culling, et c'est aussi rentabilisé sur le plan économique. Mais là, on est presque dans une logique de conservation naturelle, d'équilibre des espèces. Et puis, il y a des chasses dont on comprend moins le sens, qui sont des chasses en fait en réserve fermée de petite taille, comme si on allait dans une ferme avec un fusil à lunettes, tuer un animal qui est de toute manière dans un enclos, avec une précision presque millimétrique. Et là, on comprend mal, en fait. C'est comme si on tirait sur une cible, pour ainsi dire, sauf que la cible se trouve être une bête. On comprend mal le sens du geste. Donc il y a plusieurs types de chasse. Il y a des arguments qui nous échappent parce qu'on n'est pas dans le milieu. On peut quand même dire que les fermiers qui sont dans l'élevage d'animaux, qui pour certains vont être destinés à la chasse, sont des amateurs de la nature. Ils connaissent très très bien leurs animaux. Mais en plus, ils aiment les animaux. Ils en prennent grand soin. Et les animaux, avant d'être tués, ils ont une très belle vie, en fait, enfin une vie qui est pleine de soins et d'attention. Vous verrez dans le film qu'à un certain moment, les animaux sont en train de manger, simplement parce qu'à 16 heures, puisque on est en hiver, ils leur donnent des compléments, puisqu'il n'y a pas assez pour les animaux de nourriture de nourriture dans la nature actuellement dans la réserve. Ce qui est l'avantage d'ailleurs des élevages d'herbivores, c'est que finalement, les animaux vivent une vie qui est quand même proche de celle qui vivrait à l'état de nature, puisqu'ils ils broutent tout simplement, ils ruminent tranquillement, alors que pour l'élevage de lions, par exemple, qui serait destiné, parce qu'il y a aussi de la chasse aux lions, il y a de la chasse à tout en fait, on peut chasser des girafes, des éléphants, des lions, tout. Il y a un prix pour chaque bête. Le problème sur l'élevage des carnivores, c'est que eux, ils sont hors de l'état de nature pour beaucoup d'entre eux, parce qu'ils sont en enclos. Alors, c'est pas qu'ils sont en enclos, parce que les herbivores sont aussi en enclos. La différence, c'est que les herbivores se nourrissent seuls, alors que les carnivores en enclos ont besoin d'être nourris de l'extérieur. Donc, on leur apporte la viande, ce qui les prive de leur instinct de chasse. Et ce qui les rend, par exemple, incapables de survivre à l'état de nature s'ils venaient à être relâchés. Alors qu'un impala élevé dans une ferme, si on le relâche dans la nature, il est capable de survivre.
En tout cas, juste pour vous prouver que même si on n'adhère pas forcément à ce qui se passe, en tout cas, on va voir et on essaie de comprendre le mécanisme des gens soit qui pratiquent la chasse, soit qui élèvent les animaux en cage, soit qui... parce que c'est toujours intéressant d'essayer de... Ouais, venir de l'extérieur, avoir un jugement immédiat alors qu'on ne connaît pas du tout les termes du problème, ça nous semblerait simplement déplacé. Et du coup, on est assez bien accepté parce que justement, je pense que les gens qu'on rencontre, ils voient qu'on n'est pas dans une sorte de préjugé. Au contraire, on essaie de comprendre avant de juger. Et c'est un peu pareil sur la question sociale et raciale d'ailleurs du pays, parce qu'elle est complexe. Et si on venait avec un point de vue, on va dire, antiraciste fermé, c'est-à-dire il faudrait qu'absolument il y ait une égalité de fait immédiate entre les Noirs et les Blancs, on ne serait pas en phase avec les gens, parce que c'est juste pas possible compte tenu de la situation sociale des uns et des autres. Le problème, il est compliqué, il faut vivre dans le pays, il faut parler afrikaans et anglais, c'est compliqué parce que ceux qui parlent afrikaans n'ont pas le même point de vue que ceux qui parlent anglais, qui n'ont pas le même point de vue que ceux qui parlent zoulou ou une langue africaine native. Donc, on essaye d'être dans une logique de découverte qui est d'autant plus importante à conserver qu'on est dans l'improvisation complète. Et donc c'est le terme de inattendu qui pourrait caractériser cet épisode de notre voyage. On aime bien, comme tous les voyageurs au long terme, être un peu dans l'inattendu, dans la découverte et dans l'improvisation. Et il faut bien voir que cette situation de confinement exacerbe complètement cet aspect du voyage. Et c'est vraiment très bien pour nous. On arrive là vraiment à retourner ce qui est au départ un gros problème, ce problème d'impossibilité de continuer de voyager, en avantage, parce qu'on a vraiment le sentiment de découvrir l'envers du décor. Il ne faut pas penser que les fermiers font juste un travail très simple qui consiste à élever des animaux et à les vendre très cher. C'est d'abord, pour eux, la vie est pleine d'incertitudes. Il y a des risques, il y a des risques de contrebande et de vol de toute nature. Et puis, il y a un risque inhérent à la difficulté de la vie naturelle. Ici, il y a beaucoup d'orages, par exemple. Des animaux meurent parfois électrocutés. Ça arrive assez fréquemment. Donc, on peut perdre plusieurs bêtes. Il y a des incendies qui sont très fréquents aussi. Donc c'est une ville pleine de risques et au niveau du marché, c'est extraordinairement spéculatif, c'est-à-dire que les premiers Impala blancs qui apparaissent peuvent valoir jusqu'à 35 000 euros et puis un an après, le cours a été divisé par 10. Donc c'est une vie qui est difficile, qui est une vie d'aventure pour eux aussi. Donc il faut se garder de les imaginer comme des gens qui font beaucoup d'argent très facilement, c'est tout le contraire. On va vous laisser parce qu'il y a quelqu'un qui vient pour nous pour boire le café avant qu'on continue nos aventures, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Profitez des beaux animaux qu'on a pu voir pendant cette journée-là. À bientôt. Au revoir. Thank you.